ouais, je pense parfait, je pense que c'est bon comme ça. Heu, Par contre, je me rends compte que OK, ça va, c'est bon. Donc juste, tenez-moi au courant si, là, je pense que mon écran est bien partagé, mais s'il y a quoi que ça soit, tenez-moi au courant. Donc je vais essayer de revenir. Pardon, je vais pas dans la bonne direction. OK, c'est donc pour la version enregistrée, je vais juste, redire, bienvenue à notre, atelier sur les activités nautiques, de cet été à Montréal. On va présenter le kayak, le canot et la planche à pagaie, où le faire, comment le faire, cet été à Montréal. Et c'est un atelier qui est, organisé en collaboration par le Carré Saint-Laurent ainsi que le programme plein air interculturel. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Donc, je vais passer la parole à Erika. Oui, donc petit rappel des consignes, en fait, de quelques consignes pratiques pour Zoom pour faciliter en fait votre participation pour cet atelier qui va être sur Zoom. Donc d'abord, on est un grand groupe et on a encore des personnes qui vont continuer à arriver dans la salle, dans l'atelier. Donc à tout moment, si vous avez des questions, commentaires au fil de la présentation, de la discussion, on vous invite en fait à utiliser soit le chat. La conversation, vous pouvez écrire vos questions, commentaires. Vous avez l'icône habituellement au bas de votre écran, donc qui montre comment accéder au chat. Nous, on garde un œil sur vos questions pour justement les partager avec Adrienne qui va animer cette activité. Vous pouvez aussi utiliser la fonction lever la main. Donc, pour lever la main ou la baisser, lorsque vous avez posé votre question, vous pouvez cliquer sur l'icône donc participant au bas. Vous allez voir toute la liste des participants, notamment votre nom. Et à partir de là, vous pouvez activer la fonction lever ou baisser la main. Donc, c'est surtout ces fonctions qui sont vraiment utiles pour, encore une fois, faciliter votre participation à cette activité pour répondre à vos questions. Puis aussi, on essaie en même temps de prendre les présences pour vous envoyer par la suite tout le contenu complémentaire à l'activité d'aujourd'hui. Donc, pour faciliter la prise de présence, si vous pouvez vous renommer avec votre prénom, nom de famille, donc nom complet, ça facilite la prise de présence. Donc, merci beaucoup. Donc, on peut poursuivre pour la suite. Et au cours de la présentation, on va vous inviter aussi à garder les micros fermés. Pour éviter d'avoir trop de bruit, on est sur Zoom, on sait parfois, ça peut devenir un peu difficile aussi de s'entendre et tout. Donc, encore une fois, pour prendre la parole, utilisez le chat ou lever la main et on va garder les micros fermés le temps de la discussion avec Adrienne. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à partager, à discuter avec vous. Un beau déroulement. Donc, d'abord, vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le Carré Saint-Laurent et plein air interculturel, plonger dans un peu l'histoire des différentes pratiques, kayak, canot et planche à pagaie, mais surtout, vous partager des outils, des astuces pour savoir comment pratiquer ces activités et où les pratiquer à Montréal ou dans les alentours. Donc, c'est le programme qu'on a pour les 2 heures qu'on sera ensemble aujourd'hui. Donc, pour commencer, on fait la discussion, comme Adrienne a mentionné, cet atelier, on est très heureux et heureuse de le co-animer, le Carré Saint-Laurent avec plein air interculturel. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre organisme, le Carré Saint-Laurent, donc on est un organisme à but non lucratif situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent. On est présent et présente à Saint-Laurent depuis plus de 30 ans pour offrir des services, des activités pour accompagner les personnes immigrantes dans leur processus d'intégration au niveau personnel, linguistique, social, professionnel. On offre une grande variété d'activités et pour nous, on essaie de développer au cours de la dernière année des activités de plein air interculturel, d'où l'incroyable opportunité d'offrir cet atelier aujourd'hui avec Adrienne au nom du programme plein air interculturel. Donc, voilà un peu au sujet de Carré Saint-Laurent. Et donc, mon nom, comme vous voyez à l'écran, c'est Erika. Je travaille comme conseillère en intégration sociale au Carré Saint-Laurent avec ma collègue Loubna aussi, qui est présente aujourd'hui pour un soutien technique. Donc, je cède la parole à Adrienne pour vous parler un peu de plein air interculturel et lancer la discussion pour aujourd'hui.
Super, merci beaucoup encore une fois, Erika. Donc, je vais prendre quelques instants pour vous présenter notre programme Plein air interculturel. C'est un programme qui est géré par deux centres de loisirs sur le plateau Mont-Royal qui s'appelle l'Association récréative Milton Park, puis aussi la Maison de l'Amitié. Tout le monde est bienvenu dans nos activités, que vous habitez le plateau ou n'importe où à Montréal ou même au-delà. Que vous soyez nouvellement arrivé ici depuis longtemps, né ici, peu importe, tout le monde est bienvenu. L'objectif de nos activités, c'est vraiment de rapprocher les gens en faisant des activités conviviales en plein air. Donc, c'est d'où l'intérêt qu'il y ait des gens de près et de loin qui y participent. Et aussi de donner l'opportunité aux nouveaux arrivants, mais aussi à d'autres Montréalais d'essayer des loisirs de plein air que peut-être ils ne connaissaient pas encore, que ce soit justement canot, kayak, planche à pagaie, mais aussi camping, puis les sports d'hiver, ski de fond, raquettes, patins, tout ça. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a le site web et aussi, merci Youssef d'avoir partagé le site web dans le chat. Oh, c'est génial, merci beaucoup. Donc, on peut trouver d'autres informations là, puis aussi à la fin de la discussion aujourd'hui, je vais partager un lien si jamais il y a des personnes qui souhaiteraient s'abonner à notre infolette puis recevoir des invitations aux activités. Donc, pour aussi juste très rapidement me présenter aussi, je m'appelle Adrienne Blatel. Je suis la coordonnatrice et l'animatrice principale et aussi la personne qui a fondé le programme il y a à peu près 10 ans. Puis, je fais du kayak depuis que je suis enfant. Donc, j'adore ça, j'adore partager ça. Je fais du canot aussi. La planche à pagaie, j'ai le plaisir de le faire en tant que débutante éternelle lors des ateliers que j'organise avec le programme. Donc, je deviens de mieux en mieux, mais je ne suis pas encore rendue au point de l'enseigner moi-même. Par contre, je suis monitrice de kayak de rivière. Donc, ça c'est le fun. Donc, on va passer au prochain diapo. Donc là, en fait, je vais vous donner la parole virtuelle parce qu'on va faire ça dans un premier temps par chat, en fait, vu que, comme on a dit, vous êtes nombreux. J'aimerais savoir de votre part, avez-vous déjà fait une activité nautique à Montréal? Et si oui, c'était où et c'était quelle activité? Donc là, est-ce que c'était essayer le kayak, le canot, la planche? Est-ce que c'était baignade à une plage? Est-ce que c'était autre chose qu'on n'a pas encore nommé? Donc là, c'est vraiment à vous de participer. Ça va être plus intéressant pour moi puis pour tout le monde. Donc, je vous laisse à vos claviers mentionner si vous avez déjà fait dans votre vie une activité nautique à Montréal. Si vous n'avez jamais fait d'activité nautique, vous pouvez aussi indiquer « je n'ai jamais fait d'activité » ou juste simplement « non ». Donc, est-ce qu'il y en a qui commencent? Moi, non. Quelqu'un a mis merci beaucoup. Ça m'aide aussi à savoir à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à un groupe qui a très peu fait des activités nautiques ou qui a fait un petit peu? Donc, on a des personnes qui n'ont jamais fait, il y en a qui ont fait la baignade, on en a qui ont fait du kayak de rivière à Montréal, du canot, les réponses commencent à rentrer, canot aux îles de Boucherville, planche à pagaie avec une initiation avec notre programme, d'autres personnes pas à Montréal, donc peut-être ça sous-entend que la personne a déjà fait une activité nautique, mais pas à Montréal. Donc, il y a une autre personne jamais essayé natation à Montréal, baignade aux plages, kayak à différents endroits. Excellent, c'est super. Donc, les réponses continuent à rentrer. On voit qu'il y a un peu de kayak qui a été fait à divers endroits. Rabasca, organisé par la ville. On va voir c'est quoi le Rabasca sous peu aussi. Ah ben, c'est vraiment génial. Donc, ça donne une bonne première idée de qui est là, qu'est-ce que vous avez fait déjà. Ah, la plage de Verdun, ça c'est bon. Il y a aussi une participante, Christiane, qui a levé la main.
OK. Alors, peut-être on peut entendre la réponse de Christiane à ce moment-là. Oui, je suis intéressée parce que j'ai jamais fait de canot ou kayak à Montréal. Euh, je vais au parc René Lévesque, là, où est-ce que le fleuve, le lac Saint-Louis, hier, j'en voyais. Je me suis baignée dans des plages au Cap Saint-Jacques, à Jean-Doré, à Sainte-Catherine, la baie Sainte-Catherine. Mais j'aimerais ça en faire à Montréal, d'autres activités comme du kayak ou du canot. Alors, je ne sais pas si le groupe ou le plein air, Adrienne, vous allez en organiser cet été. J'aimerais ça Mhm. participer. Merci. Super, merci Christiane. C'était vraiment le fun d'entendre votre réponse et de connaître vos intérêts. Puis certainement, nous allons, notre programme, organiser des activités où on va profiter de certaines opportunités dont on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, vous allez entendre lors de la présentation plusieurs possibilités, soit avec nous ou soit par vous-même avec vos amis et tout ça. Donc, les deux vont être possibles. Super, donc merci encore de toutes vos réponses. On voit que quelqu'un a même pu faire de l'aviron. C'est vraiment, c'est quand même varié et c'est super. Donc, je vais poursuivre. Donc, j'ai une question qui pourrait paraître peut-être facile pour certaines personnes qui connaissent déjà les activités nautiques, mais peut-être un peu mystérieux pour d'autres personnes. Déjà, j'aimerais savoir si vous connaissez c'est quoi la planche à pagaie, le kayak et le canot. Donc là, il y a un petit quiz pour vous. Vous avez 3 photos sur la diapo qui est affichée. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes prêts à répondre dans le chat. Le numéro 1, ça correspond à laquelle des 3 activités. Le numéro 2, lequel, et le numéro 3, lequel. Donc, on va voir c'est quoi vos réponses. Donc, chacun peut répondre et je ne vais pas dire c'est quoi la bonne réponse avant de voir qu'est-ce que tout le monde répond comme. Donc, Kiran a écrit kayak. Est-ce que ça, c'était pour le numéro 1, 2 ou 3, selon les photos? Pour le numéro 1. OK, nice. Super. Donc, il y a des réponses qui diffèrent un peu. Certaines sont semblables, mais pas toutes. Excellent. N'hésitez pas de vous essayer. ¿Vous pouvez répéter la question? Absolument. Donc, la question, c'est sur les 3 photos qu'on voit, numéro 1, 2 et 3, lequel correspond au kayak, lequel correspond au canot et lequel des photos correspond à la planche à pagaie? Super. Donc, il y a pas mal de réponses qui rentrent. Il y avait aussi la question il y a Agathe qui a posé la question, est-ce qu'on dit canot ou est-ce qu'on dit canoë? Donc, au Québec, souvent, on dit plutôt canot, en fait, et parfois, si on dit canoë, ça fait plus référence à la forme qui se pratique dans l'eau calme en mode course. Donc, c'est un peu plus technique. Je crois qu'en France, on dit plus canoë. Des fois, on regroupe canoë-kayak, le pratique ensemble. Mais ici au Québec, quand on parle de l'embarcation plus traditionnelle, on dit souvent canot avec un T. Donc, on a eu beaucoup de réponses. Je vous remercie encore une fois de votre participation. C'est bien plus le fun pour moi, puis j'espère pour vous aussi. Donc, en fait, la plupart de vous avez eu raison, en fait. Donc, la première photo, c'est en effet la planche à pagaie. Puis ça, on le sait, c'est peut-être la plus facile des 3. On a un monsieur qui est debout sur une planche à surf, avec une longue pagaie à la main. Puis, je vous ferai remarquer que la pagaie qu'il a seulement une pale. Alors, une pale, c'est ce qu'on retrouve au bout de la pagaie. Et c'est ça qu'on utilise pour vraiment pousser l'eau et tirer l'eau. Donc, ça, c'est une pale. Donc, la planche à pagaie, on est debout sur une planche
avec une longue pagaie qui a une pale. Alors, numéro 2, vous avez eu raison pour la grande majorité. En fait, il s'agit d'un canot. Là, on sait que c'est un canot et pas... Comment on sait que c'est un canot et pas un kayak d'ailleurs? Peut-être je vais vous laisser encore répondre dans le chat. Avant que je le dise, je suis curieuse de savoir comment avez-vous su que c'était un canot et non pas un kayak? Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Nice. Alors, Lucie, Sophie dit ce n'est pas fermé. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le micro? Oui. Non. Oui, Oui, OK, bonjour. allez-y, allez-y. Oui, bonjour. En fait, effectivement, le canot, je pense, il est plus large et plus profond là que le kayak. Donc, et puis on voit bien que le kayak, il flotte là sur la surface de l'eau, mais le canot, il est quand même, donc, il a une assez profondeur là par rapport à celui du kayak dans l'eau. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment des belles observations. C'est sûr que sur ces photos-là, puis sur les formes de canot et kayak, le plus typique qu'on va voir, vous avez tout à fait raison. Mais on peut trouver beaucoup de variations dans les formes des deux embarcations. On peut trouver des canaux fermés aussi. Donc, en fait, il y a peut-être deux aspects que je peux nommer qui sont vraiment tout le temps différents entre le canot et le kayak. C'est que le kayak a une pagaie à double pale. C'est-à-dire, puis d'habitude aussi, on dit pagaie, si vous voulez avoir l'air super expérimenté, là, on dit le mot pagaie. D'habitude, on va réserver le mot rame pour justement l'aviron et les autres pratiques comme ça. Donc, la pagaie de kayak va avoir une pale à chaque bout. Et ça, c'est un aspect très important. Alors que là, le numéro 2, on voit que la pagaie a seulement une pale au bout qui va dans l'eau. C'est ça. Puis à l'autre bout, on peut simplement poser notre main directement. Et puis l'autre différence, ça va être la façon dont on est assis dans le kayak ou le canot. Jennifer, elle a mentionné dans le kayak, on est assis plus proche de l'eau. En effet, la personne est assise, ses fesses sont à peu près au même niveau que ses jambes à l'intérieur du kayak. Donc, ses jambes sont allongées devant lui. Tout est à peu près au même niveau par rapport au bas de son corps. Le canot, on a deux options. On peut être à genoux, comme la madame dans la photo numéro 2, ou on pourrait être assis sur un banc, comme ça. Mais dans tous les cas, nos pieds sont plus bas que notre corps. On est assis un peu plus haut. Souvent, on a un peu plus de visibilité, justement. Donc, ce sont les deux différences essentielles. Quelqu'un a aussi demandé, est-ce que le Rabasca et le canot, c'est similaire? On va voir une photo de Rabasca bientôt. En fait, la différence, c'est que le Rabasca, c'est comme un très grand canot qui peut accueillir plein de personnes, peut-être 12 personnes ou même plus. Donc, c'est ça la différence. Super. Alors, je passe au prochain diapo. Donc, on va parler un petit peu plus du kayak. Alors, d'abord, c'est qui a inventé le kayak, selon vous? Alors, qui est c'est un peuple. Je vais vous donner un indice, c'est un peuple, c'est pas un individu nécessairement. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que vous voulez répondre à la question ou poser une question? Oh, il y a même deux personnes. OK, on va prendre Camille d'abord. Oui, je voulais répondre à la question. Peut-être que l'autre personne sera d'accord avec moi. Ce serait le peuple Inuit qui a inventé le kayak, si je ne me trompe pas. Oui, très bonne réponse. Puis en effet, même dans le chat, il y avait la réponse Inuit. Il y a aussi eu Amérindiens, c'est-à-dire les Premières Nations. En fait, dans le cas du kayak, c'était en effet inventé par les peuples arctiques, donc c'est-à-dire les ancêtres des Inuits qui habitaient dans le nord du Québec, du Canada, du Groenland, qui ont inventé le kayak.
Il y avait une autre personne avec leur main levée. Est-ce qu'on peut prendre un commentaire vite? Le contact, ou est-ce qu'on a déjà répondu ou vous avez déjà entendu votre réponse? Peut-être là, je ne sais pas si la main n'est plus levée, je ne vois pas trop. En tout cas, on va poursuivre tranquillement. Donc, c'est ça. Donc, on voit une photo qui date de peut-être une centaine d'années. Là, ce n'est pas les inventeurs directs, mais c'est leurs ancêtres culturels, en tout cas, des Inuits qui sont dans un kayak traditionnel qui a été utilisé au départ pour chasser. Alors qu'aujourd'hui, on l'utilise pour s'amuser ou encore faire des courses et tout ça. Donc, au départ, c'était utilisé pour chasser, pour accéder au terrain de chasse qui était possible par voie d'eau, chasser les animaux, les mammifères marins comme le phoque, etc. Puis, le kayak original, ça avait une structure faite de bois ou alors d'os de baleine avec des peaux d'animaux qui étaient par-dessus. Donc là, ça a évolué au fil des décennies. C'est quand même assez récent. Les formes plus modernes du kayak, c'est vraiment au courant du 20e siècle que c'était devenu plus un loisir. Donc là, je vais vous parler un petit peu des différentes formes de kayak qu'on peut trouver aujourd'hui à Montréal si on veut pratiquer ça ici. Donc, d'abord, il y a le kayak récréatif. Donc, ce sont des kayaks qui sont relativement stables, assez faciles à manier, même si on est débutant. On voit à droite qu'il y a des kayaks du genre qui sont loués par l'organisme GEP, Parcours Gouin, dont on va parler plus longtemps plus tard. Je vais vous expliquer c'est où, c'est quoi. Et la personne est vraiment assise à l'intérieur du kayak, mais l'ouverture est quand même assez grande. L'ouverture s'appelle une hiloire, en passant, si vous voulez impressionner vos amis. Donc, la personne est assise dedans, elle a quand même ses jambes recouvertes, mais ce n'est pas trop claustrophobe. Le trou est assez grand quand même. Alors qu'on peut aussi louer à Montréal, par exemple au parc Jean-Drapeau, une autre sorte de kayak récréatif où on est par-dessus et on n'est pas dedans. Donc là, c'est excellent pour les loisirs, pour les gens d'essayer quand ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. C'est très agréable. Ça prend un peu moins d'habilité technique. C'est vraiment bien pour tout le monde. Voilà, donc le kayak récréatif. Je passe au prochain. On peut aussi retrouver à Montréal des opportunités pour des débutants ou les gens expérimentés de louer des kayaks de mer ou de les utiliser si vous avez déjà des kayaks de mer. C'est quelque chose qui se pratique bien à Montréal, qui se retrouve bien. Le kayak de mer, c'est un kayak qui est plus effilé, quand même relativement stable, plus longue. Ça, c'est une grande différence. C'est plus long parce que c'est fait vraiment pour aller en mer, mais aussi aller sur les lacs et les autres cours d'eau. C'est vraiment, ça va tout droit assez facilement. C'est pour faire de la distance de façon efficace. Donc, aussi, on peut même mettre du matériel dedans parce qu'il y a des compartiments semi-étanches, censés être étanches, mais souvent pas si étanches que ça. Donc, ça, c'est le kayak de mer qu'on retrouve à Montréal également. Et finalement, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer qu'il existe aussi le kayak de rivière. C'est ce que moi, j'ai pratiqué ou que je continue à pratiquer. Alors, c'est pour ça que je me permets de le partager. Donc là, la différence, c'est qu'on est en rivière avec des rapides, des vagues éternelles où on peut jouer, on peut surfer dans la vague. On voit que les kayaks sont plus courts par rapport au kayak de mer. On voit que les personnes portent une jupette. Pour les autres kayaks aussi, c'était possible. La jupette, c'est un tissu qui recouvre l'ouverture. Comme ça, on n'a pas plein d'eau qui rentre et qui nous déstabilise. Et aussi, en rivière, les gens vont porter un casque parce qu'il y a quand même
c'est tout en mouvement. Parfois, c'est pas très creux. On veut pas se frapper la tête, surtout pas. Donc, comme ça, on est vraiment protégé. Et ça aussi, c'est possible de l'apprendre en tant que débutant à Montréal. Il y a une compagnie qui donne des cours, il y a un club de kayak, donc on va parler de ça dans pas très longtemps. Alors, on passe au canot. Donc, le canot, pour ceux qui ont dit que le kayak, c'était inventé par les Premières Nations, en fait, on pourrait dire que le canot, c'était inventé par les Premières Nations. En fait, il y a des embarcations un peu partout au monde qui peuvent ressembler un peu à ce concept, qui ont été inventées aussi. Mais vraiment, la forme traditionnelle qui est faite en écorce de bouleau. Donc, le bouleau, c'est un arbre qu'on retrouve ici, qui a une belle écorce blanche que vous avez peut-être croisée dans nos forêts. Donc, vraiment, la version traditionnelle avec l'écorce de bouleau, c'était inventé par les Premières Nations. Puis, c'était très ingénieuse aussi parce que ça permettait aux Premières Nations de se déplacer dans nos cours d'eau. Avant, en fait, c'était vraiment plus facile de se déplacer ici en Amérique du Nord par les lacs et les rivières. Donc, imaginez, avant, la forêt était plus présente, il n'y avait pas de ville, juste quelques villages, il n'y avait pas encore beaucoup de routes, il n'y avait certainement pas encore de voitures. Donc là, les gens, c'était vraiment une option pour se déplacer qui permettait de faire des longues distances, puis de porter même pas mal de stock aussi. Et puis, quand les Européens sont arrivés, ils ont utilisé des rabascas. Donc là, c'est une image d'une rabasca. Quelqu'un a demandé c'était quoi. Et c'était essentiellement pour eux pour aussi parcourir des longues distances pour rentrer vraiment à l'intérieur de l'Amérique du Nord pour rencontrer les Premières Nations et faire des échanges, des produits qu'ils voulaient, que ce soit la farine, des outils, etc., contre des fourrures qu'ils ramenaient pour ensuite les vendre. Donc, on voit une rabasca qui descend le fleuve, en fait. Donc, ça, c'est une peinture très célèbre d'une rabasca qui descend un autre fleuve juste au sud de Montréal. Donc, ça, c'est chouette. Alors, je vais montrer le canot aujourd'hui à Montréal. C'est devenu une pratique récréative. Le canot typique qu'on pourrait trouver en location pourrait se ressembler à la photo de gauche, où on pourrait avoir 2 personnes dans le canot, puis parfois on peut mettre un troisième ou un enfant au milieu, ça c'est possible aussi. Puis à droite, on voit que c'est possible aussi de pratiquer le rabasca lors de différentes sorties à Montréal. Là, avec COVID, j'ai l'impression que la rabasca est un peu en pause parce que ça implique qu'il y a beaucoup de personnes ensemble collés, proches les uns des autres. Donc, c'est un peu moins souvent qu'on va trouver ça, ou peut-être même pas du tout cette année, mais c'est sûr, ça va revenir quand même. Puis, il y a toujours les autres embarcations pour nous amuser. Alors, je vais juste décrire la planche à pagaie. Donc, ça aussi, la planche à pagaie, ça a été inventé un peu à différents endroits, la notion de se déplacer debout sur une planche avec une pagaie. Dans sa forme moderne, ça a été vraiment développé à Hawaï et c'est devenu incroyablement populaire récemment. Et là, on parle des dernières 10-15 années. Donc là, on a quelqu'un qui est une débutante lors d'une de nos sorties, justement, il y a 1 an ou 2 ans, qui est donc sur sa planche, puis elle apprend comment avancer, comment reculer, tourner, être en équilibre sur la planche, etc. Donc ça, c'est la planche à pagaie qu'on peut utiliser pour aller se balader. Et un autre développement récent, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des exercices, la mise en forme, le yoga directement sur la planche. Et c'est assez comme ça prend
ça prend un petit peu d'équilibre pour faire ça. Donc, ça nous travaille bien les abdos, ça rajoute du défi. Puis, on est en nature, entouré par les oiseaux et de l'eau. Donc, c'est assez magnifique de pouvoir pratiquer ce genre de choses dans ce contexte. Donc, je vais juste regarder, avant que je procède, je regarde vite dans le chat pour voir si j'ai manqué de questions à ce sujet, tant qu'à faire. Alors, le nom kayak est-il d'origine? Oui, c'est ça. Le nom kayak est d'origine inuit à ma connaissance. Donc, ça, c'est chouette. Puis, merci Youssef pour la définition du kayak qui signifie bateau de l'homme ou bateau du chasseur. OK, le nom, Agathe aimerait que j'écrive le nom Iloire. Comment s'écrit Iloire? OK, Youssef a répondu. Ah, vous êtes génial. OK, pardon, j'aurais pu lire jusqu'à la fin, j'aurais vu que c'était tout réglé déjà. Quoi la différence entre le Rabasca versus le rafting? Ça, c'est une bonne question. Donc, je n'ai pas de photo tout de suite sous la main de rafting. Je ne sais pas si Erika t'en a ou quelque chose, mais le rafting, ça serait dans une grande embarcation beaucoup plus large que le Rabasca qui serait gonflable. Donc, c'est comme une géante tube, mais qui a des compartiments quand même et où on peut mettre entre 6 et 12 personnes. Donc, c'est plus large et c'est gonflable par rapport à la Rabasca qui est comme un grand canot et c'est plus en dur. Donc, j'espère que ça aide avec cette question-là. Puis, on peut faire du rafting à Montréal aussi, en fait. C'est une autre possibilité. Donc, je vais procéder. Alors, où est-ce que j'en suis? OK. Alors, pourquoi pratiquer une activité nautique? Donc, ceux qui ont dit qu'ils voulaient essayer plus d'activités pratiques, des activités nautiques, pourquoi vous voudriez les pratiquer? Qu'est-ce qui vous tente là-dedans? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, je vous laisse répondre. Puis pendant que vous répondiez dans le chat, pourquoi, ça pourrait être quoi les motivations? Michel demande pourquoi SUP? Donc, planche à pagaie, des fois, on voit que les gens l'appellent SUP. C'est parce qu'en anglais, c'est Stand-Up Paddleboard. Stand-Up Paddle, quelqu'un a écrit, ou surf à pagaie aussi, mais Stand-Up Paddle, S-U-P. Donc, SUP, on peut le voir, la référence. Donc, les réponses, pourquoi on aimerait faire des activités nautiques? Ça détend. C'est pour être à l'extérieur, dans ou sur l'eau, en effet. Ça serait plus facile physiquement pour moi. Oui, c'est une façon de... En effet, ça utilise certaines parties du corps qui peuvent être différentes que le jogging. Ça peut avoir un impact différent sur les articulations d'une activité à l'autre. Excellent. Si je peux rajouter, oh, ça fait changement, ça fait tout à fait changement. C'est fun de profiter de nos 4 saisons, en effet. Parfois, ça peut être facile, comme ça peut être technique, ça dépend. Donc, ça peut nous donner un petit défi aussi d'apprendre une nouvelle activité. Youssef a dit qu'on peut renforcer tous les muscles du corps et aussi la capacité cardio-respiratoire. Tout à fait, c'est bon pour nous, c'est un peu de sport. Ça permet de visiter des beaux sites qui ne sont pas toujours accessibles en randonnée. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis, ça peut être un mini lien un peu avec l'histoire de ces activités qui existent depuis des milliers d'années. Mélanie dit c'est rafraîchissant, tout à fait. Quand c'est la canicule, il n'y a rien de mieux que comme ça. Agathe dit la même chose. Si c'est la canicule, c'est moins chaud sur l'eau que dans les sentiers de randonnée. Super. Parfait. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Je continue. Donc là, on va discuter un petit peu comment on planifie une sortie nautique. Puis je vais faire appel à vous encore une fois. C'est bon, ça me donne des petits repos de ma voix. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut considérer si on se dit, OK, moi, je veux aller faire la planche ou le canot, quelque chose à Montréal. Qu'est-ce qu'on va vérifier avant ou qu'est-ce qu'on va considérer lorsqu'on planifie une sortie nautique selon vous? Donc, je vous attends dans le chat encore une fois. Température, température, température. Si on sait nager.
la météo, les risques d'averses. C'est toutes des bonnes réponses, ça. Autre chose, encore la météo. Les orages avec les éclairs, en effet, c'est bien de nommer ça. On ne veut pas être sur l'eau pendant des éclairs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ceinture de sauvetage, en effet, avoir le bon équipement. La température de l'eau, excellent. Écran solaire. Le courant, ça c'est bon. Avoir une combinaison s'il fait trop froid. S'équiper pour se protéger du soleil. Avoir un bon chapeau. Super! Donc, c'est fun. On a fait le niveau de l'eau sur les lacs et les rivières. Ça, c'est un bon point, ça aussi. Alors, disposition, est-ce que, Jennifer, ça veut dire comment on se sent nous-mêmes ou qu'est-ce que, comme motivation, oui. Est-ce qu'on veut aller loin? Est-ce qu'on veut aller proche? Est-ce qu'on veut faire facile, difficile? Parfait. Donc, on va regarder ça. On va reprendre un petit peu en plus de détails. Il y a Camille qui mentionne est-ce qu'on s'entend bien avec les personnes de la même embarcation. Ça, c'est un bon point aussi. Ça, des fois, si on est deux dans la même embarcation, tout à fait, ça prend un bon travail d'équipe. Alors, on va, pour planifier une activité nautique, alors c'est drôle, il y a Jacques Denis qui arrive à dessiner des traits rouges sur l'écran. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voient ça. Est-ce que vous voyez des traits rouges ou c'est juste moi? OK. Oui, donc, on le voit, oui. OK, je ne suis pas certaine comment, c'est assez fascinant. Je ne suis pas trop sûre comment ça se fait, ou même si ça s'enlève. Mais peut-être, Jacques, si vous pouvez ne pas mettre d'autres traits, je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas su était possible pour vous non plus. Puis je ne suis pas certaine de savoir comment l'enlever. Je ne sais pas si c'est la peine que je ressorte et que je recommence même. Oui, peut-être Attends, quitter le partage d'écran et revenir, ça va enlever OK, la parfait. notation. Parfait. Donc, c'est juste sur le slide, je crois. Ah oui, il y en a un qui a disparu. OK, non, c'est sur l'autre slide. J'arrête. Oh non, c'est parti. OK, je ne sais pas, c'est intéressant. On apprend tous les jours sur le fonctionnement de Zoom, mais merci en tout cas si c'était Jacques ou quelqu'un qui a réussi à l'enlever, c'est merveilleux. Donc, on reprend. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui ont mentionné la météo en premier lieu. En effet, on va vérifier la météo avant notre sortie. Est-ce qu'il fait grand soleil? Le soleil frappe beaucoup plus fort sur l'eau à cause des reflets. On va se protéger, que ce soit avec la crème solaire, les chapeaux, les lunettes de soleil, même un chandail à manches longues. Ça peut être très important pour ne pas prendre des gros coups de soleil. Aussi, avoir beaucoup d'eau, ça peut être très déshydratant aussi s'il fait très chaud. Quelqu'un a mentionné les éclairs, la tonnerre. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous entendez la tonnerre et que vous êtes sur l'eau dans une embarcation? Quelqu'un sait? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, madame? Bien sûr. Alors, ma question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire si on entend un coup de tonnerre alors qu'on est dans une embarcation sur l'eau? Puis, en fait, je vois qu'on a des réponses qui commencent à rentrer. On sort immédiatement de l'eau. C'est ça. Donc, on revient à la berge et on s'éloigne de la berge. On se met à l'abri. On ne se met pas sous le plus grand arbre dans le coin, bien sûr, parce que ça pourrait attirer le foudre, justement. La raison, c'est que la foudre va, d'une part, chercher le point le plus haut. Si on est dans un kayak ou une planche à pagaie au milieu d'un lac, nous sommes le point le plus haut. Alors, on ne veut pas attirer le foudre. Et aussi, l'électricité se disperse bien dans l'eau. Donc, on ne veut pas non plus être dans ou juste à côté de l'eau lorsque la foudre pourrait frapper ailleurs. Donc, c'était ça le point. Donc, on sort puis on attend 30 minutes pour qu'il n'y ait plus de tonnerre. Parfois, si on voit qu'il y a une journée très, très orageuse qui est prévue, ça vaut le coup d'appeler
si on a prévu, on a réservé un cours, on a réservé une embarcation, peut-être appeler le matin même pour être sûr que ça n'a pas été annulé, ou s'y attendre que peut-être ça va être raccourci ou avec des pauses. Ça peut être un peu chamboulé nos plans à cause de la tonnerre et le foudre. Sinon, le vent, vous avez nommé le vent. Le vent, ça peut être problématique quand on est sur l'eau parce que ça peut nous disperser. Donc, si on est avec des amis, on peut être séparés puis avoir du mal à forcer contre le vent. Ou même juste pour rejoindre la berge, des fois, le vent, ça peut nous pousser, puis c'est fun et facile pour l'aller, mais après, pour le retour, c'est très difficile. Quelqu'un a aussi nommé le courant. En effet, il y a des endroits où on pourrait pratiquer ces activités-là. S'il y a du courant, il faudrait le tenir en compte également. Sinon, on pourrait aussi se renseigner par rapport à la qualité de l'eau à Montréal. La qualité de l'eau est très bonne en général et on est très chanceux parce que au fil des dernières décennies, ça a été amélioré de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on peut pratiquer la baignade sur les plages et toutes ces belles activités nautiques de plus en plus à différents sites à Montréal. C'est qu'on a fait des grands travaux d'infrastructure pour que l'eau soit bien traitée avant d'être remise dans l'eau. Donc, on peut quand même se renseigner. Des fois, ça peut arriver que, par exemple, après une très grande pluie torrentielle, des fois, là, ça dépasse un peu les moyens de nos infrastructures et on peut avoir des problèmes localisés de qualité de l'eau. Donc, après un gros orage, vous pourrez peut-être vous questionner, encore une fois, appeler le site où vous avez prévu de faire votre activité. Puis, on va pouvoir vous dire, oh non, c'est correct, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Ou alors, on pourrait peut-être vous dire, finalement, ça va être fermé, ça risque d'être fermé en effet demain à cause de la qualité de l'eau. Et sinon, il y a un site web où on peut même suivre la qualité de l'eau. Donc, on voit que sur la carte de Montréal, le vert foncé, c'est... ouais, OK, voilà mon curseur, j'ai retrouvé. On voit que le vert foncé, les petits points de vert, c'est là où la qualité de l'eau ce jour-là était vraiment très bonne. On voit qu'il y a des petits points rouge-orange où c'était mauvaise. Donc là, c'est sûr, c'est des endroits où on ne va pas aller pratiquer notre activité nautique ce jour-là. Mais encore une fois, le site où vous prévoyez aller, si c'est un site géré par un organisme ou une compagnie, ils vont pouvoir vous renseigner. Et sinon, il y a sur le site web de la Ville de Montréal, il y a un lien qui vous amène à cette carte qui est interactive. Et moi, en fait, après la présentation, sans doute lundi, je vais vous préparer un tableau qui va inclure le site web exact pour aller exactement directement sur cette carte interactive et aussi qui va résumer les autres sites que je vais mentionner. C'est où, c'est quoi le site web, comment on y va. Donc, si je ne partage pas tous les détails comme ça maintenant, c'est que ça s'en vient sans doute lundi. Donc, quelqu'un demande RSMA. Ça veut dire Réseau de suivi du milieu aquatique. Et puis, en fait, la rivière des Prairies ça dépend du jour. Donc, il y a Agathe qui demande c'est quoi, est-ce que ça a une qualité de l'eau médiocre? Ça dépend du jour, ça dépend de l'endroit. Donc, souvent, elle est très bonne. Là, le jaune, en fait, c'est quand même satisfaisant. Donc, satisfaisant, ça peut être correct pour les activités comme le canot, le rabasca, etc. Donc, après, il y a quelques petits points problématiques. Ce jour-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé le jour d'avant. Peut-être il y a eu un gros orage. Donc, dans tous les cas, si les activités sont permises, c'est que le site a mesuré déjà c'était quoi la qualité de l'eau et c'est tout à fait sécuritaire. Mais c'est quelque chose à surveiller avant de quitter. Ensuite, on a du matériel à apporter avec nous. Quelqu'un a mentionné qu'on est obligé d'avoir avec nous une veste de flottaison individuelle pour nous aider à flotter au cas où.
Donc, ça, c'est un article obligatoire quand on est sur l'eau dans les embarcations mentionnées. C'est obligatoire parce que c'est sécuritaire, mais même Transport Canada l'oblige, en fait, dans nos embarcations. On est obligé d'avoir une pagaie, bien sûr. Ça, c'est pour des raisons logiques, sinon, ça ne marche pas. Aussi, il y a quelques autres articles qu'on peut être obligé d'avoir pour, par exemple, le canot ou le kayak de mer. Et là, si on loue un canot ou un kayak de mer, on va nous fournir en même temps ces articles-là à Montréal, typiquement. Donc, c'est-à-dire une veste et une pagaie, ça va venir avec, ainsi qu'une corde, un sifflet. Un sifflet, c'est souvent attaché déjà à la veste ou ça va être dans un petit ensemble d'articles obligatoires qu'on va vous prêter pour la journée. Ça, c'est pour signaler si vous êtes séparés du groupe ou quelque chose, parce que des fois, si on crie, il y a trop de vent, on n'entend rien. Donc, c'est en cas d'urgence. La corde flottante, c'est en cas au cas où il y a quelqu'un, mettons, vous êtes deux dans vos canots, puis il y a une personne qui est tombée à l'eau, puis vous êtes un peu loin, vous pourrez lancer la corde pour l'aider à se rapprocher du canot. Ça, c'est un exemple. Il y a plusieurs utilisations possibles. Et sinon, on a besoin d'une façon de vider notre embarcation, que ce soit une pompe, comme ça en bas, ou une écope qui est faite maison, n'importe quoi, qui peut aller chercher de l'eau au fond de vos canots, kayak, et le vider. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on devrait apporter avec nous si on fait une activité nautique? Selon vous, ce serait quoi? Je vous laisse répondre dans le chat. Si vous avez des idées d'autres articles que ça pourrait être le fun d'apporter avec nous. Un chapeau, costume de bain, tout à fait. Une corde, tout à fait. Quoi d'autre pourrait être utile? Nourriture, oui. Des fois, c'est assez physique et on veut avoir assez d'énergie pour profiter et pour revenir après, surtout. Un casque, ça, c'est bien pour le kayak de rivière. De l'eau, ça, c'est super important. On ne veut pas être déshydraté sur l'eau. Et c'est ça, on ne veut pas être obligé de boire directement dans la rivière parce que même si c'est très propre, ce n'est pas au point de pouvoir le boire sans le traiter. Oui, en effet, si vous avez un sac étanche, ou alors si vous pouvez improviser un sac étanche pour amener vos noix et tout ça, ça peut être bien, on ne sait jamais. Alors, on peut apporter un téléphone, surtout si on va plus loin. Ça peut être bien d'avoir un moyen de communication, mais c'est clair qu'il faut bien l'étanchéfier et l'attacher. C'est vraiment le coup classique en kayak et canot et planche, c'est d'apporter des affaires. Ensuite, on se dit, oh, on va juste pas renverser. Mais en fait, c'est pas nous qui décidons. Des fois, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas à l'avance. Et là, hop, on a perdu nos super lunettes à prescription, on a perdu nos téléphones. C'est vraiment plate. Donc, je vous conseille vraiment de tout attacher. Dites-vous, planifiez, prévoyez que vous allez tomber à l'eau. Puis si ça n'arrive pas, ben, tant mieux pour vous. Mais tout doit être quand même prévu pour ça. Agathe mentionne une cordelette pour attacher les lunettes derrière la tête. Oui, très bonne idée pour vos lunettes de soleil ou de prescription. Sauvez vos lunettes, s'il vous plaît. Vous allez avoir une meilleure journée. Oui, une lumière, en fait, c'est une bonne idée. C'est même exigé pour le canot en principe et le kayak de mer. Donc, souvent, ça va venir, si vous louez ces embarcations-là, ça va tout venir ensemble, la cordelette, la corde, je veux dire, le sifflet, l'écope et la lumière, ça va tout ensemble. Écran solaire, absolument. Donc, on a soulevé beaucoup de points importants au niveau de quoi il faut apporter. Donc, je vais passer au prochain. Alors, on est arrivé à un sujet important. C'est beau d'avoir une veste de flottaison, mais encore, il faut le porter, puis il faut le porter correctement. Donc, là, on parle beaucoup de sécurité. J'espère que ce n'est pas du tout pour vous faire peur. Vos sorties vont super bien se passer, j'en suis sûre. Vous allez les faire de manière sécuritaire. Mais j'aime bien vous donner des astuces quand même.
Chaque été, il y a quand même certaines personnes qui ont des malheureux accidents en activité nautique et presque à 100% des fois, ça aurait été évitable s'ils avaient bien attaché leur veste de flottaison. C'est quelque chose qu'on voit souvent, mettons, autour des chalets, des gens et tout ça. C'est des gens qui se promènent en canot. Ils ont une veste avec eux, mais ils ne l'ont pas mis. Donc, oui, c'est bien de l'avoir, mais c'est encore mieux, même si on nage bien, c'est encore mieux de bien l'attacher. Ça peut vraiment prévenir beaucoup de problèmes. Donc, je vous conseille de bien attacher votre veste de flottaison et je vais vous montrer comment. Donc, j'ai préparé une petite vidéo de moi qui attache une veste. Donc là, je retrouve toutes les petites attaches, toutes les fermetures éclairs qui sont un peu partout et je les attache. Donc, chaque veste de flottaison va être un peu différent. Donc, il faut fouiller un peu partout. Ensuite, je vais tirer un peu sur les épaules pour voir si c'est bien attaché à moi et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, en fait, j'arrive vraiment à tirer le veste très haut. Donc, ce qui va arriver, si je le laisse comme ça et que je tombe à l'eau, je vais flotter au niveau de mes sourcils à peu près. Donc, ce n'est pas très utile parce que je vais avoir ma bouche et mon nez sous l'eau, alors que l'idée d'une veste de flottaison, c'est que notre nez et notre bouche soient au-dessus de l'eau et comme ça, on peut respirer tranquillement. Donc, je vais recommencer. Je vais trouver des sangles pour mieux attacher, mieux serrer. Donc, à la prochaine Christiane qui s'en va, on va partager l'enregistrement. Donc là, vous avez vu, je vais rejouer la vidéo. Vous avez vu que j'ai bien attaché les sangles, j'ai bien serré autour de ma taille et mon tronc. Et comme ça, quand j'ai tiré la deuxième fois sur le veste, ça a resté stable. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec le Zoom de mon côté. Est-ce que tout est correct? Erika, tu peux juste mettre un thumbs up si tout est correct de ton côté. J'ai eu un petit pause bizarre sur mon ordi. Je ne sais pas si vous l'avez eu. En tout cas, OK, ça a l'air beau. Alors, Agathe demande, est-ce qu'il y a une attache entre les jambes? Pour les enfants, il y a souvent une attache entre les jambes. Pour les adultes, c'est pas fréquent. Mais c'est pour ça que c'est important de bien l'attacher autour. Donc, puis peut-être aussi choisir une veste, si possible, qui est adaptée à nous, parce que, etc. Donc, ensuite, on va passer à une prochaine diapo. Alors, j'ai une petite question pour vous. On va parler de l'habillement quand on fait les activités nautiques. Vrai ou faux? Puis on va faire un petit sondage, en fait. C'est Erika qui, si ça ne dérange pas, tu pourrais lancer le sondage si tu le retrouves. Normalement, ça devrait fonctionner, mais de mon côté, c'est inactif, peut-être parce qu'il y a un partage. Oui, je vais voir si je le retrouve. En tout cas, je vais juste lire la question pendant que je fouille en même temps. Il y a mon ordi qui fait des trucs un peu bizarres. Donc, en fait, la question, c'est vrai ou faux? Il faut porter des vêtements en coton lorsqu'on pratique des activités nautiques. Alors, il y a quelque chose, c'est un peu gelé de mon côté. Je pense que ça va dégeler dans pas trop longtemps. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste, si vous m'entendez toujours, on va juste dire vrai ou faux, en fait, dans le chat. Ça va être plus simple. Donc, est-ce que j'étais disparue ou non? Mon ordi a comme gelé un petit peu. Je ne sais pas si de vos côtés, ça a gelé ou pas. On t'entend, du moins de mon côté, j'entends, Okay. mais la caméra, on ne voit pas ton visage. OK, donc j'ai disparu temporairement. On va garder ça simple technologiquement. Il y a mon ordi qui semble être un peu malheureux peut-être, donc on va le laisser tranquille. Donc peut-être vous pouvez simplement mettre dans le chat vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai qu'il faut porter des vêtements en coton lorsqu'on pratique des activités nautiques? Alors, à vous de réfléchir à la question, puis d'indiquer vrai ou faux. Faux. Alors, quelqu'un dit faux, super. Qui d'autre? Qui dit vrai, qui dit faux? Faux, car le coton absorbe l'eau.
on le sait. Tout à fait. Le coton il est trop lourd et il sèche très lentement. Oui, il sèche très lentement. Ben, vous semblez avoir raison. Merci beaucoup. Alors, oh là là. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais ça a l'air un petit peu gelé encore. Oh là là. OK, je suis revenue. C'est bizarre, j'espère que ça ne va pas trop faire ça. Donc, en fait, je vais passer à la prochaine diapo, mais c'est un petit peu gelé, mais je vais juste commencer à l'expliquer, puis comme ça va être fait. Donc, en effet, il faut éviter le coton. Le coton, quand c'est humide à cause de la pluie ou à cause qu'on est tombé à l'eau ou on était exposé à l'eau, ça reste mouillé longtemps, ça reste humide longtemps, ça ne sèche pas. Et puis, en plus de ça, ça va être froid aussi. En fait, c'est un matériel qui ne nous garde pas chaud, c'est très froid. Donc, c'est mieux d'éviter le coton. Ce qu'on va privilégier à la place, c'est d'autres sortes de vêtements. Ça peut être en synthétique. Donc, ça peut être, par exemple, pardon, est-ce que vous avez entendu? J'ai encore disparu un peu. Je ne sais pas, mon ordi est vraiment bizarre là, mais donc c'est ça, synthétique, acrylique, des matériaux plus techniques aussi. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller acheter quelque chose de spécialisé. Vous avez peut-être des